Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, sur numéro 23. Les GG depuis ce matin avec Claire Aupetit, Pascal Perry et Karim Zeribi. Des grandes gueules, vous avez entendu à propos des violences lycéennes à Saint-Denis. On s'est interrogé pourquoi tant de violences. C'est parti d'un appel sur les réseaux sociaux. Nous sommes solidarité avec Théo, à bas la République, l'État qui ne fait rien pour nous. Donc on a évoqué le laxisme vis-à-vis des lycéens. Johnny Hallyday, sa maladie, il a été obligé de la révéler parce que la presse People a fait pression. On a écouté Maître Olivier Pardo, qui était notre grande gueule du jour, parler de la justice, d'une éventuelle trêve judiciaire. Bref, sur tous ces sujets, vous avez entendu les prises de position des GG, de Karim, de Claire et de Pascal. Revenez en parler avec nous dans le GG et vous tout à l'heure à 12h40. Il est temps d'accueillir maintenant notre invité pour le grand oral. RMC, le grand oral des grandes gueules. Avec le lauréat du César du meilleur documentaire, c'est François Ruffin qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. François Ruffin, vous avez donc décroché le César du meilleur documentaire avec votre film Merci Patron, qui s'attaque à Bernard Arnault, président de LVMH. On va vous revoir sur scène, c'était il y a quelques jours. Le film documentaire est attribué à Merci Patron, réalisé par François Ruffin. Mon film, il parle d'une usine qui part en Pologne et qui laisse derrière un paquet de misère et un paquet de détresse. Et au moment où je vous parle, c'est une usine d'Amiens, qui s'appelle l'usine Whirlpool à Amiens, qui fabrique des sèche-linges, qui subit la même histoire, puisque maintenant, ça part là aussi en Pologne. Pourquoi ça dure comme ça depuis 30 ans ? Ça dure comme ça depuis 30 ans parce que ce sont des ouvriers qui sont touchés. Et donc on n'en a rien à foutre. Si c'était des acteurs qui étaient mis en concurrence de la même manière avec des acteurs roumains, ça poserait problème immédiatement. Alors, vous avez dédicacé ce César aux ouvriers de Whirlpool à Amiens, entreprise qui laisse derrière elle 286 employés puisqu'elle est délocalisée en Pologne. Et aujourd'hui même, les négociations sur les conditions de départ de ces ouvriers s'ouvrent. Vous êtes candidat aux élections législatives dans cette circonscription, à la première de la Somme. Vous avez détourné finalement les Césars pour votre profit politique ? Avec une arrière-pensée ? Je ne fais que du détournement permanent. À ce moment-là, ça fait 18 ans que je produis du détournement, c'est-à-dire que j'ai un César pour des raisons artistiques quand même, parce que le film est un objet artistique et je le revendique comme tel. Mais maintenant, le film parle d'une usine textile qui part du nord de la France et qui s'en va en Pologne. Au même moment, dans ma ville, il y a une usine de sèche-linge qui part en Pologne. Il y a 15 ans, j'étais déjà sur le parking. À l'époque, j'étais pas candidat aux élections. Et c'était le lave-linge qui partait en Slovaquie chez Whirlpool. J'étais aussi aux côtés des Goodyear quand leur usine est partie en Pologne aussi. J'étais aux côtés des Continental quand leur usine est partie en Roumanie. J'étais aux côtés des Parizeau Sidérurgie de France quand leur usine est partie en Roumanie. Vous y étiez à chaque fois, mais finalement, ça n'empêche rien. C'est une fatalité. Il y a pas. Vous savez, j'ai un petit t-shirt. J'ai pas la cape de Superman non plus. Oui, mais là, vous voulez être député. Oui, bah oui. Non, mais donc là, vous passerez. Si vous êtes élu député au mois de juin, vous allez passer de l'autre côté. Voilà. Mais après, il faut construire une majorité. Est-ce que j'aurai la majorité ? Ça, c'est quand même il y a quand même une grosse incertitude à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour empêcher cette usine d'aller en Pologne ? Moi, je pense que déjà, il faudrait adresser un signal immédiatement. Aucun signal politique n'a été envoyé sur cette question. C'est interdiction des produits Whirlpool sur le territoire français. Interdiction de vendre le moindre produit Whirlpool sur le territoire français. Après, il y aura des recours au niveau européen et tout ça, mais ça posera la question. Évident, oui. Ça sera un gros pavé dans la mare et après, autour de ça, on rediscute. Mais maintenant, moi, je suis favorable à avoir des barrières douanières, des taxes aux frontières et ce genre de choses et une remise en cause, en effet, de la libre circulation des capitaux et des marchandises au sein de l'Union européenne. Moi, dans cette vidéo au César, je pointais ensuite l'inertie de l'Assemblée nationale. Je dis, si c'était des journalistes, si c'était vous qui étiez mis en concurrence de la même manière avec vos homologues roumains ou polonais, immédiatement, ça ferait des tribunes le lendemain dans la presse. Si jamais c'était les députés dont on disait, aujourd'hui en France, ils coûtent 7100 € par mois, en Pologne, ça coûte que 2000 €, délocalisons l'Assemblée à Varsovie. Le lendemain, il y aurait un projet de loi à l'Assemblée nationale. Au Bangladesh, c'est 164 € un député. Mais François, Julien Drey voudrait que ça soit 9000 € un député. Je vous interromps juste une seconde. Moi, je comprends la logique de la protection. Et je pense qu'il est toujours utile de se protéger, pas nécessairement dans un cadre ultra protectionniste, mais on peut prendre des dispositions pour ça. Regardez, alors l'appel au boycott, c'est dangereux. Regardez ce qui arrive, par exemple, aux agriculteurs français qui sont victimes de l'embargo des Russes.
voyez, il y a des histoires, hein, des affaires, relations compliquées avec la Russie. La Russie dit d'un seul coup, on va fermer nos frontières aux produits français et européens. Vous voyez les conséquences que ça a sur les agriculteurs, les éleveurs, la filière agroalimentaire. Ce monde-là de fermeture, il produit aussi beaucoup de misère. D'abord, on n'est pas dans le zéro ouvert, c'est ouvert ou c'est fermé, c'est pas l'autarcie ou le libre-échange intégral. Il y a toute une palette de dispositions à prendre en matière de quotas d'importation. Il faut avoir une politique industrielle qui se mène ligne tarifaire par ligne tarifaire, donc c'est pas 0 ou 1, ouvert ou fermé. Et ensuite, je repose la question, si jamais c'était votre profession ou ma profession, Bien moi sûr. ce sont les classes populaires de mon département qui suivent ça massivement depuis 40 ans. Et depuis 40 ans, ça ne réagit pas. Il n'y a même pas un débat à l'Assemblée nationale sur cette question. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ne sont pas représentés. Moi, je suis pas d'accord avec vous parce qu'on a vu Arnaud Montebourg quand il est ministre du redressement c'était quoi son titre ? Redressement Du redressement productif. productif. Il disait on va Le Made sauver in les France. entreprises, etc. Ouais. On a laissé filer notre industrie. Bon, c'est vrai que les résultats ne sont pas là. Peut-être parce que c'est pas si simple que ça en fait. Je ne dis pas que ça soit simple, je dis qu'il faut prendre cette chose à bras le corps et qu'aujourd'hui cette chose n'est pas prise à bras le corps. Elle est prise avec beaucoup de distance. Alors en effet, Arnaud Montebourg a, en tout cas en termes de discours, a dit quelque chose. Maintenant, il est évident qu'il était dans le gouvernement qui était présidé par François Hollande, avec une orientation plutôt de gauche, enfin social-libérale, si on est gentil, ou libéral tout court, ça dépend du regard qu'on peut porter sur cette politique. Mais c'est pas dans ce cadre-là qu'il pouvait aller affronter directement Bruxelles, et dire voilà, je viens pour remettre en cause les traités européens parce que ce qui se passe aujourd'hui n'est plus acceptable. Là aujourd'hui, je vous signale quelque chose, par exemple sur l'usine Whirlpool d'Amiens qui délocalise en Pologne. Il y a eu un reportage de France 2 parce que moi j'ai pas eu les moyens d'aller là-bas, mais à Lodz, les salaires des Polonais sont à 480 € par mois. Donc voilà, comparé à un peu plus de 2000 € par mois en France, en brut. Hein. Mais ils font appel là-bas à la main-d'œuvre ukrainienne pour pouvoir diminuer les tarifs. Les gens sont pauvres. Pardon ? On peut toujours trouver plus pauvre. Oui, mais c'est quand même un problème. Et qui est gagnant en face de ça ? J'ai amené la photo, le tract. Ça, c'est le tract que je distribue à l'entrée de l'usine Whirlpool. Parce qu'en fait, les gens, souvent, ne connaissent pas leur adversaire à l'intérieur de l'usine. Moi, leur adversaire, pour moi, il se nomme Jeff Fettig. Jeff Fettig, c'est le PDG de chez Whirlpool, par exemple, qui, l'an dernier, a enregistré 13 millions d'euros de revenus. Alors, 13 millions de revenus, ça veut dire qu'il gagne autant à lui tout seul en une année que la totalité des salariés de Whirlpool, que les 50 sous-traitants de chez Prima et que la centaine d'intérimaires. À lui tout seul, il gagne autant. Karim Zeribi. Non, mais le combat que mène François Ruffin, c'est le combat qui pointe, je dirais, l'abdication, l'impuissance des politiques sur un sujet sur lequel ils pourraient reprendre la main. Il n'y a pas de fatalité là-dessus. Ils le font pas. Et en plus, j'ai envie de dire, moi j'ai été parlementaire européen, donc le sujet n'est, je suis désolé, mais le sujet n'est pas national. Parce que si on veut mettre des barrières douanières aux frontières de l'Europe, aujourd'hui on voit bien que le dumping, il se fait à l'intérieur de l'Union européenne, le dumping social et fiscal. Il faut aussi parallèlement mettre en place un traité d'harmonisation sociale et fiscale. La directive détachement des travailleurs, moi, comme je l'ai toujours dit, je suis un enfant d'immigrés algériens, on est la 3e et 4e génération. Je ne suis pas contre le fait que les gens viennent travailler et qu'on ait une main-d'œuvre étrangère. Ce serait totalement antinomique à mon histoire. Là où je suis contre, c'est qu'on mette en concurrence des travailleurs et des ouvriers entre eux, français et étrangers, au nom d'une directive détachement des travailleurs qui crée des inégalités scandaleuses. Mais c'est exactement pareil. Je veux dire, soit tu délocalises le travailleur et tu payes les taxes sociales du pays d'origine, soit tu délocalises l'usine et tu vas payer effectivement des taxes sociales. Le salarié polonais n'est peut-être pas assez payé, mais les salariés français trop payés. Non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des écarts. On a fait l'Union européenne, on a fait l'élargissement. On aurait dû faire l'approfondissement. Quelle Europe on veut, quel continent on veut. C'est un vrai sujet politique, l'Europe aujourd'hui. Là, on nous parle des salaires. Mais si, parce que si tu fais un traité, un traité d'harmonisation sociale et fiscale, à un moment donné, les 23 millions de PME que tu as, la Pologne de payer. On ne te dit pas de payer, on te dit que tout n'est pas délocalisable pour rien. Et que si à un moment donné on décide de délocaliser une entreprise en Pologne, il faut qu'on sache qu'à un moment donné, dans la circulation des marchandises fabriquées, on aura peut-être des taxes qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc je veux dire, c'est simplement un accord de bon fonctionnement de pays de l'Union européenne qui veulent faire un continent prospère et harmonieux. Mais prospère et harmonieux pour qui ? Pour les patrons de grandes boîtes de CAC 40 ou pour les peuples. Je veux dire, la réalité, elle est là. Il nous parlait, le dernier point, du salaire minimum en Pologne. Je veux dire, en Bulgarie, c'est 250 €.
sur le même continent. Je veux dire, attendez, où on va Je veux dire, on fait n'importe quoi avec cette Union européenne. Et le Front National a un discours qui tilte aussi. Il faut le dire. Il faut faire très attention. Soit on fait notre Europe, le constater, c'est aussi faut apporter des réponses. C'est vrai qu'il y a des choses à faire. Simplement, ça va prendre des années. Tu ne peux pas avoir tous ces pays, sinon ça se serait. Donc pour l'Europe, il va falloir arriver à avoir effectivement le même niveau et tout. Mais ça, dans 50 ans, on y arrivera peut-être. Avant de dire 50 ans, il faut l'amorcer. Je peux aussi finir. Bon. Là, il y a une réalité. Il y a la réalité, parce que tu peux avoir évidemment des idées, un idéal et tout, mais il y a malheureusement la réalité à l'heure actuelle. Vous battre là-dessus, oui, mais ça c'est pour le futur, et le futur lointain. Alors que vous avez une réalité. Vous avez des employés là qui vont se retrouver au chômage. Il serait peut-être mieux, surtout, enfin je ne sais pas, comme vous voulez être député, de voir comment reformer ces gens avant de leur faire croire que vous allez réussir, vous, en étant simplement un simple député en France, si toutefois vous y arrivez, que vous allez pouvoir leur sauver leur emploi. C'est pas vrai. Par contre, vous avez là des formations. Il faudrait peut-être tout de suite voir quelle formation on peut avoir, se battre avec cette entreprise de façon à ce que les personnes ne se retrouvent pas au chômage, mais en formation pour retrouver du travail. Et après, vous vous battez sur ce qui est bon. Mais il faudra plusieurs années sur le reste. Mais ça fait 40 ans qu'on fait le coup aux gens des formations, de reclassement et tout ça. Parce que moi, cette histoire... pas n'importe quelle formation. Oui, mais d'accord, mais ce dont je parle aujourd'hui, c'est pas un problème il surgit là avec Whirlpool sur Stachline, mais je vous dis, ça fait 40 ans que ça dure. Et ça fait 40 ans que des mesures ne sont pas prises en la matière. Donc je pense qu'il y a une fonction du député qui est, j'espère, avoir une majorité pour mettre en œuvre des projets, mais c'est aussi d'être le porte-voix de ce que ressentent les gens. Est-ce que ressentent les gens que cette Union européenne, elle déconne à bloc et qu'il faut qu'il y ait des années pour ça. Mais faites quoi pour les gens? Tu peux faire des quotas sur les déportations. Il y a plein de mesures à prendre. Tu connais l'économie. Moi, je suis en contact avec des douaniers. Je suis en contact avec des douaniers de manière très très régulière. Et je veux dire, l'outil technique, il est là. Après, c'est un choix de décision politique. C'est est-ce qu'on le met en œuvre ou est-ce qu'on le met pas en œuvre. Je vous le souhaite, mais dans un an ou deux, on reverra. Et ces pauvres personnes, parce que vous ne se serez pas battus pour vraiment qu'elles aient une formation, une réelle formation. Il faut arrêter avec les formations. On a foutu à mal l'industrie française. On nous parle de formation. Mais de formation dans quoi? Arrêtez de leur faire croire qu'on peut sauver les entreprises. On ne peut pas. On ne peut pas protéger notre industrie. François, ces salariés justement de Whirlpool, que vont-ils devenir simplement pour leur quotidien? Que va-t-il se passer pour eux dans les semaine et les mois à venir? Il va falloir malheureusement, je veux dire, on en est aujourd'hui à ne plus espérer sauver les entreprises, mais à se dire juste quel est le meilleur plan social qu'on va pouvoir négocier. Soit il va falloir les aider à obtenir le meilleur plan social, ça c'est une chose, mais il faut les aider à pouvoir exprimer le profond sentiment d'injustice qu'ils ressentent, parce qu'en plus ils ont fait des tas de sacrifices pendant des années et ainsi de suite, et que ressentent les classes populaires en général, parce que c'est pas eux seulement les 290 salariés de Whirlpool, c'est des gens qui ont subi des plans sociaux en série. François Ruffin, vous restez avec nous, lauréat donc du César du meilleur documentaire pour Merci Patron. C'est pour ça que vous revenez avec nous dans Les Grandes Gueules. À tout de suite pour le Grand Oral. Le Grand Oral des GG avec François Ruffin, César du meilleur documentaire pour Merci Patron. César qu'il a dédié aux salariés de l'usine Whirlpool qui va fermer dans votre région, du côté de... Dans votre ville, effectivement, François Ruffin. Vous êtes candidat aux législatives, rappelons-le. Mais pour qui? Pour qui, quoi? Vous roulez pour un parti? Vous êtes moi, soutenu par quelqu'un? je roule pour le maximum de partis possible. Donc j'ai rassemblé tout ce qui est à gauche du Parti Socialiste. Donc voilà. C'est-à-dire vous avez une étiquette, les Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon. Mon étiquette, c'est Picardie debout, comme vous pouvez le voir. Avec la figure de Lafleur. Lafleur, c'est une marionnette taminoise dont la spécialité est de mettre des coups de pied au cul des notables qui passent. Et mon désir est d'aller à l'Assemblée nationale pour mettre un coup de pied au cul aussi. Donc vous êtes soutenu par le Front de gauche, par Europe Écologie Les Verts, par le Parti communiste, les Insoumis et Ensemble. Mais vous aurez donc quand même un adversaire. Vous avez j'ai plusieurs adversaires. Une adversaire socialiste, c'est Pascale Boitard, qui est la députée sortante. Oui. Mais je voulais revenir sur notre débat sur les industries en France. Ça nous pose évidemment un énorme problème parce qu'on sait que l'industrie, ça sédentarise des emplois, y compris des emplois de service autour. Ça crée de la valeur dans la chaîne de valeur. À chaque fois qu'on transforme une matière première, on produit de la valeur. Moi, je pense que l'État, il peut avoir deux rôles. D'abord, le premier rôle de l'État, c'est
d'incitation. On oublie souvent en économie de parler d'incitation. C'est-à-dire qu'il y a des fiscalités incitatives, il y a des dispositifs sociaux incitatifs ou désincitatifs. Et donc, on n'est pas obligé d'ailleurs d'arriver avec les clés de la ville, les menottes au poignet pour dire aux industriels restez, mais il y a quand même des incitations. Et puis, il y a un deuxième élément qui est celui de la régulation. La régulation, c'est redire la souveraineté économique. Moi, je suis plutôt libéral, vous connaissez mes convictions, mais le libéralisme, c'est pas pour moi le western, c'est pas la foire d'empoigne. Et dans le libéralisme, il y a la part de l'initiative, il y a la part de l'innovation, le génie humain, au fond, une forme de récompense du succès. Quand vous pointez du doigt les salaires des patrons, c'est là où nos routes se séparent. Moi, je suis d'accord avec le salaire de Carlos Ghosn et de Tavares parce qu'ils ont sauvé l'industrie française. L'industrie automobile française. Oui, mais Renault fait construire ses Twingo en Slovénie. Alors, je vais te répondre que c'est Pitesti avec Dacia, c'est les Twingo de Slovénie et c'est une partie des Dacia maintenant à Tanger au Maroc qui ont sauvé Flin. Donc les choses sont pas si simples que ça. Donc c'est pas aussi simple que ça. Mais là où je voudrais comprendre, c'est quelle est votre vraie doctrine? Est-ce que vous voulez fermer les frontières ou est-ce que vous êtes un peu, comme je le suggère moi, plutôt dans l'incitation et la régulation? Je veux pas du tout fermer les frontières. Juste. Il faut qu'on puisse mener une politique industrielle. C'est un mot qui a été interdit par Bruxelles depuis les années 80, c'est-à-dire de se demander, pouvoir se reposer des questions qui sont des questions de base. Que veut-on produire? Et donc aussi que ne veut-on plus produire? Où le produire? Comment le produire? Et je ne pense pas qu'on puisse se poser ces questions-là en économie complètement ouverte. Non. Mais maintenant, quand on parle de protectionnisme, c'est du bricolage. C'est se demander sur tel produit, en l'occurrence le sèche-linge, quelle est notre politique à l'égard du sèche-linge? Est-ce qu'on est d'accord pour plus avoir une seule usine de sèche-linge sur le territoire français? Est-ce qu'on pense qu'il doit y avoir resté 20% de production locale? Enfin, pour moi, le protectionnisme, c'est une forme de bricolage. C'est de se demander qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a beaucoup de choses auxquelles on a renoncé. Pas de téléphone français, plus de motos françaises, plus de téléviseurs français. Si on fait le tour de la pièce, là, et qu'on enlève tout ce qui n'est pas produit en France, et on va se retrouver à poil, grosso modo. Donc voilà, après peut-être que rien ne nous empêchait de faire un portable français. Moi je trouve que c'est un peu trop facile à chaque fois, François Ruffin, de dire que c'est la faute des autres, c'est la faute des Polonais, la faute de cette Europe, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème, un défaut d'innovation en France? Moi quand je regarde l'industrie allemande, elle se porte mieux que l'industrie française, et pourtant les Allemands ils ont les mêmes règles que nous, ils ont aussi des normes sociales, ils ont aussi les impôts, ils ont aussi l'innovation, les bons choix, on ne fait pas toujours les bons choix. Les abandons, c'est vrai qu'on a abandonné à un moment donné l'industrie parce qu'on s'est dit qu'il faut aller tous dans les services. On avait fait le bebop, on avait fait le Minitel, on n'a pas été foutu de faire l'Internet. Non, mais tout à fait. Pardon. Mais est-ce que tu sais pourquoi on s'est accroché au Minitel? Parce que comme c'était c'était la Poste, il fallait à tout prix défendre le Minitel. Et pourquoi? Parce qu'on considère qu'en France, y compris l'État doit regarder ce qui se fait dans le domaine de la recherche. Pour ça, il faut innover. La recherche, le problème, c'est aujourd'hui, on peut encore avoir des centres de recherche, mais si c'est pour avoir des centres de recherche et que derrière la fabrication se passe ailleurs, parce que c'est quand même fréquent aussi sur un certain nombre de produits, ça pose problème. On a en effet la valeur qui reste en France, mais en revanche, le contenu travail n'est plus en France. Donc voilà, quand même l'une des difficultés. Mais bon, je pense qu'il faut dépasser le cadre de la politique industrielle. Pour moi, la question de l'économie ouverte telle qu'elle est, c'est là que nos chemins vont diverger sans doute davantage, c'est que, au fond, pour moi, aucune mesure positive ne peut être prise en économie ouverte. Pourquoi? Parce que si jamais vous décidez d'avoir une politique environnementale où on dit, voilà, les pollutions sont taxées, si vous décidez d'avoir une politique sociale où vous relevez le niveau des salaires, si vous décidez d'avoir une politique fiscale où on tape sur les dividendes, vous voyez ce genre de choses-là, évidemment, tout ça, on va nous dire, ça met à mal la compétitivité française. Et donc, dans ce cas-là, il faut diminuer la fiscalité sur les entreprises. Mais il y a beaucoup de Français qui vivent de cette compétitivité, qui vivent justement de ces échanges, de cette économie ouverte. Donc, si du jour au lendemain, vous fermez l'économie, si je vous suis bien, et les Français, le nombre de chômeurs augmentera automatiquement. Je vous prie de m'écouter. Je vous prie de m'écouter. Je n'ai pas à un moment dit, je ferme. Vous dites l'économie ouverte, c'est mal. Ça veut dire que il y a pas, c'est ouvert ou c'est fermé. Aujourd'hui, on est sur une économie qui est entièrement ouverte au niveau européen et même au niveau extra-européen. Quand on a des barrières douanières aux frontières de l'Union européenne qui sont aux alentours de 2%, on peut considérer qu'en effet, la libre circulation des capitaux et des marchandises, y compris avec les pays tiers, c'est devenu le fait. Mais il faut dire qu'on est les seuls, François. Oui, et on est les seuls. Les Brésiliens,
les Russes, les Chinois, les Américains ont des barrières douanières qui sont dissuasives pour nos productions. Nous sommes, dans ce domaine, il faut dire les choses, des puceaux. C'est-à-dire que nous laissons les autres mener des politiques protectionnistes et au nom du libéralisme de la Commission européenne, on fait en Europe n'importe quoi. Karim Ziabi. Moi, je crois effectivement qu'il est urgent de poser des règles. L'économie ouverte, on ne pourra pas, à mon avis, revenir sur une économie, je dirais, de nations fermées. Ça ne me paraît pas possible. Ça, c'est le programme du Front National, il faut le dire, qui est un programme complètement irréalisable. En revanche, comment on met des règles et comment on remet l'humain au cœur d'une économie ouverte, c'est le vrai sujet. Et effectivement, je redis la question, si on pose des barrières douanières à l'échelle des frontières de l'Europe, comme le fait... C'est la Pologne, hein. Pologne est dans l'Europe. C'est pour ça que je suis en train de dire depuis tout à l'heure que nous avons un vrai sujet à traiter, c'est la compétition intra-européenne. Donc ne pensez pas que si nous mettons demain des frontières douanières aux frontières de l'Europe, il faut le faire, parce que le pays le plus protectionniste au monde, ça s'appelle les États-Unis, qui est aussi un pays libéral. La Pologne met aussi des barrières, alors. Dis que nous devons concomitamment, si nous voulons nous protéger de l'Asie, des États-Unis, ça veut dire de le bloc des continents, nous devons aussi harmoniser un tant soit peu une politique à l'intérieur de l'Union européenne entre des pays qui ont des disparités sociales et fiscales impressionnantes. Quand tu as le SMIC aujourd'hui à 1200 € en France et que tu as un salaire minimum à 250 € en Bulgarie, je suis désolé, à l'intérieur de l'Europe, tu poses des règles. Tu limites la délocalisation, tu fais plus des colocalisations, je suis en train de te le dire depuis tout à l'heure. Donc ça veut dire que les Polonais mettront des barrières douanières aussi, ils achèteront moins nos produits. Mais si, je dis qu'il faut le faire à l'échelle de l'Europe et pas des nations. Tu es en train de me dire, les Polonais vont mettre. Parce que c'est Whirlpool qui délocalise en Pologne. C'est très compliqué. Parce que je suis tout si l'Europe pose une règle, Olivier, qui consiste à dire à l'intérieur de l'européenne, on ne délocalise pas, on colocalise. Tu peux créer une unité de production en Pologne, mais tu ne répondras pas au marché européen en totalité. Il faudra que tu laisses une unité de production en France. Tu poses une règle qui est la colocalisation. Je te rappelle quand même que l'Allemagne, 65% de son marché, de sa politique extérieure, export, c'est à l'intérieur de l'Europe. 65%. Ça veut dire qu'on est entre clients. On est entre pays européens, on est client-fournisseur. Ce que je veux te dire, c'est qu'il nous faut aujourd'hui poser des règles de colocalisation et pas de délocalisation. Aujourd'hui, on délocalise les travailleurs, on délocalise les entreprises sans aucune règle. Ça n'est pas acceptable. François Ruffin, les règles ne sont pas respectées. Il n'y a pas de règle directive détachement des travailleurs. Il y a une règle qui dit tu payes sur les taxes sociales du pays d'origine. François Ruffin, je suis désolé, c'est pas une règle. François Ruffin, si vous êtes élu député au mois de juin, vous allez vous retrouver, alors je ne sais pas si vous serez dans la majorité ou non, parce qu'on ne sait pas qui sera à ce moment-là le président de la République, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'à l'Assemblée nationale, vous pouvez agir? Est-ce que vous y croyez encore? Moi, je crois que si on a la majorité, oui, on peut agir, on peut faire des lois et on peut peser sur les règles communes. Donc vous soutenez Mélenchon? Je soutiens Jean-Luc Mélenchon. Enfin, pour la présidentielle, oui. En tout cas, moi, je voterai Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Mais en tout cas, pour ce qui est je crois en un Parlement qui fixe des règles communes en matière agricole, en matière sur les auxiliaires de vie sociale, en matière d'hôpital. Et puis tout ça, on se fixe des règles communes et on les respecte. Et il se trouve que c'est à l'Assemblée nationale que ça se fait. Donc je crois à cette fonction-là. Et je crois à une autre fonction, qui est une fonction que j'essaye de remplir sans l'écharpe, mais qui peut être multipliée si je l'ai, qui est la fonction d'interpellation. Et le fait d'avoir tous les mercredis à l'Assemblée nationale des ministres, et le fait d'avoir éventuellement des PDG en commission d'enquête et ce genre de choses-là, pour moi, c'est un espèce de régal qu'on propose. Je voudrais savoir, François, est-ce que vous pensez, n'êtes-vous pas plus utile lorsque vous faites un documentaire Merci Patron, qui a été beaucoup vu, beaucoup commenté, qui a reçu le César, qui vous permet justement de toucher un public plus large, plutôt que d'être parmi 470 députés... 577, pardon, 577, vous voyez, et avec une fois de temps en temps le droit de prendre la parole, parce que c'est ça, lorsque vous êtes dans l'opposition, vous avez une fois l'autorisation de poser une question 30 secondes à un ministre qui de toute façon vous fera de la langue de bois. Moi j'ai l'impression que Ruffin il est plus utile à faire Merci Patron qu'à l'Assemblée. Vous avez tort et j'espère que j'aurai l'occasion de vous le démontrer. Je veux dire que le fait d'avoir l'écharpe et d'avoir la légitimité populaire et de l'avoir conquise aussi, j'ai une légitimité artistique si vous voulez aujourd'hui, mais de l'avoir conquise, ça c'est comme un espèce de porte-voix et donc c'est un porte-voix dans l'Assemblée nationale
nationale et je pense pas que je serai un député parmi 577. Quand je suis au César, je suis pas un acteur parmi 577. J'essaie de porter la parole la plus forte et la plus efficace possible. Et ça sera la même chose. Mais ça sera la même chose à l'Assemblée nationale, mais aussi en dehors de l'Assemblée nationale. Moi, la première chose que je fais si je suis élu, c'est que j'organise une manifestation devant l'Assemblée nationale c'est nouveau, ça. En soutien au Whirlpool. Non mais François, pardon de dire les choses aussi crûment, mais c'est très sympathique, on ira, il y aura des caméras. Tu iras à la manif? Non mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Attends, non mais c'est pas là que ça se joue, quoi, franchement. Mais je crois que ce qui se joue, vous savez, moi, si l'épisode historique qui m'inspire, ça reste la Révolution française. Oui, mais et la Révolution française. C'est la révolution de bourgeois. Mais non, je ne crois pas du tout. Justement, je crois que la Révolution française. Contre les aristocrates. Mais il y a eu une alliance, justement, il y a eu une alliance des classes populaires et de la bourgeoisie contre les aristocrates. Mais l'une des originalités de l'Assemblée pendant cette période-là, c'est un espèce de va-et-vient entre ce qui se passe dans la rue et ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et on ne construit pas une Assemblée nationale qui soit hermétique. Il faut que la voix du dehors, elle se fasse entendre, elle se fasse entendre à l'intérieur. Et donc voilà, il s'agit de... Moi, je suis en effet jusqu'à aujourd'hui plus habile pour me demander en termes de mouvements sociaux, de comment on aide les Whirlpool ou auparavant les Ecoplats et ainsi de suite. J'ai suivi un certain nombre de dossiers, pas seulement les Whirlpool. Comment on fait monter ça et qu'ils aient un porte-parole ensuite à l'Assemblée nationale pour pouvoir venir taper du poing sur la table. Et on a plus de force. Là, on est tout à fait d'accord, mais pas sur la manifestation. Vous en avez tous les jours des manifestations, ça sert à rien. Nuit debout, par exemple. Prenons le cas de Nuit debout, parce que Pascal était venu vous voir. De toute façon, tout ne sert jamais à rien. La fatalité est claire. Si vous êtes élu et qu'effectivement vous êtes dans l'Assemblée, que vous parliez, vous faites des amendements et tout ça, là vous êtes. Mais pas une manifestation. En France, il y a une manifestation par jour. François Ruffin, justement, revenons un mot sur Nuit debout, puisque Pascal était venu vous voir en tant qu'envoyé des grandes gueules. Finalement, Nuit debout, ça s'est fini un peu en eau de boudin. Oui, mais enfin, moi, ça a existé. Je veux dire, moi, je me souviens, en novembre 2015, le Front National était à 40%, il y avait l'état d'urgence, la gauche s'était divisée et machin, on s'ennuyait. Bon, bah écoutez... La gauche est toujours divisée aujourd'hui. Oui, voilà, hein. Mais on a passé quelques mois où au moins il s'est passé quelque chose. On s'est pas emmerdé. Bon, bah voilà. Moi, je veux dire, aujourd'hui, dans la bataille électorale que je mène, je pouvais vous assurer que dans la Somme, aujourd'hui, il se passe quelque chose. Il y a 600 personnes en meeting à Flic Secours. Il y en a 300 à Longo. Et on discute de thèmes divers et variés. Et on remet du baume au cœur. Moi, je dis, mon adversaire, c'est la finance. Le changement de discours, c'est pas pour maintenant. Mais mon adversaire, c'est aussi l'indifférence. Et la grande question, c'est comment on arrive à sortir les gens doucement ou rapidement d'une espèce de résignation, d'aquabon, de ça sert à rien, de tout ça. Donc, c'est là-dessus que je... Non, je voudrais dire simplement à François Ruffin que je lui souhaite d'être élu parce que je sens qu'on aura, même si on n'est pas d'accord avec tout le concernant, un député sincère. Qui ira au bout de ses convictions. J'ai envie de lui dire aussi, mais c'est vraiment très amical, n'arrêtez pas votre job de réalisateur. Essayez concomitamment de le poursuivre et de ne pas vous limiter à cette fonction de député. Et celui qui vous parle a été député européen et aujourd'hui n'est plus parlementaire et dans la vie sociale et économique. Et ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer. J'ai l'impression d'être beaucoup plus utile aujourd'hui que ce que je l'étais quand j'étais parmi mes 754 collègues au Parlement européen, où on brasse beaucoup de vent, mais on a très peu d'impact, parce qu'on a le sentiment que les décisions ne se passent pas là où on pense qu'elles se prennent. Et je pense que l'Assemblée nationale en France est aussi un joli théâtre, où on peut avoir des coups de menton, des jeux de théâtre et autres, dans les prises de parole des uns des autres, mais... les plus actifs, je crois, ce sont ces gens encore dans la société civile qui font un vrai travail pour faire bouger la société. Donc, je vous souhaite d'être parlementaire. Vous êtes quelqu'un de sincère. N'arrêtez pas votre job de réalisateur. Moi, mon métier, c'est pareil. On a besoin de vous aussi dans ce que vous avez fait et ce pourquoi vous avez été récompensé. Je vous remercie. Mais moi, mon boulot n'est pas réalisateur. Moi aussi, je suis journaliste et ça fait 18 ans que je publie mon journal à Amiens, depuis Amiens, qui est Fakir. Et je ne compte pas l'arrêter. Au contraire, je pense que c'est une occasion de renouveler la chose en ayant cette possibilité
documentaire en tête? Non. Vous savez, un documentaire, j'en ai fait un et j'ai pas dit que c'était mon métier, moi. Donc je dis mais pas le que César, j'imagine qu'on vous sollicite. Ouais, je dis pas que j'en ferai pas plus, mais il faut que ça vienne de soi et pas que ça soit ah bah tiens, il faut que je me remette au boulot en refaisant un autre documentaire. Vous avez des nouvelles de Bernard Arnault? On m'a dit qu'il avait été traumatisé. C'est une personne du MEDEF qui m'a dit qu'il avait été traumatisé par mon documentaire et croyez bien que je le regrette. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs embauché comme directrice des relations institutionnelles. Vous savez à quoi ça sert? La directrice des relations institutionnelles dans un groupe, ça sert à faire du lobbying. Donc il faudrait appeler les choses par leur nom. Quelqu'un qui est la compagne d'un candidat à l'élection présidentielle. Dis-le, alors le qui? Parce que là, ça fait 2 fois que tu fais cette... non, ça fait pas 2 fois. Personne ne s'en cache. Non, c'est la femme de Benoît Hamon qui est effectivement Madame Lobbying à la tête de LVMH. Et je le répète, quand on fait des relations institutionnelles, c'est un terme très cosmétique pour dire qu'on va obtenir... C'est pas un gros mot le lobbying. Non, mais qu'on va chercher à obtenir à droite à gauche. Qu'il a embauché parce que Benoît Hamon est candidat à l'élection présidentielle. Elle était avant qu'il soit même candidat à la primaire. Il était ministre de l'Éducation nationale. Mais Benoît Hamon n'est pas mon candidat. Maintenant, je pense que je souhaite avoir d'autres sujets de conversation avec lui que nos situations conjugales respectives. Mais par ailleurs, il a eu une proposition en termes de médias de dire qu'il fallait déconcentrer les médias, et y compris en parlant de votre actionnaire majoritaire, votre patron majoritaire ici, mais aussi en parlant de Bernard Arnault, et il l'a pas mis à l'écart. Donc, dont acte. C'est un autre débat. Et sachez que si ça avait été mis en place à l'époque, RMC n'aurait pas pu être acheté, donc il n'y aurait pas eu toutes ces créations de postes. Donc vous voyez, c'est pas si simple. Mais bon, c'est un autre débat. Je vois que vous êtes à la fois médiateur du débat sur le protectionnisme, et vous en êtes aussi très largement partie prenante. Non, pas du tout, je parle de ce que je connais. Je connais la boîte. Moi, j'ai commencé le métier, j'ai fait votre métier il y a maintenant 25 ou 30 ans. On était à France Télévisions, il y avait un monopole, on partait en équipe à 4. Aujourd'hui, il y a 35 chaînes généralistes, et le marché de l'emploi pour les journalistes, il a explosé. Donc, vive la liberté. François Ruffin, avec quelques règles. Restez avec nous parce que justement dans le Grand Prix d'Élysée, on va évoquer les dernières nouvelles de la campagne électorale. Les grandes gueules. Je suis candidat. Je serai candidat. Le Grand Prix de l'Élysée. Il y avait une rencontre ce matin, celle du Premier ministre Bernard Cazeneuve avec le candidat Benoît Hamon. Nous sommes à un moment où il faut rassembler. Et rassembler tous ceux qui sont déterminés à lutter contre le Front National. Et pour ce qui concerne le candidat investi par la primaire, il faut rassembler toute sa famille politique. Cela signifie qu'il faut inscrire l'espérance qu'il incarne dans la continuité de ce qui a été fait de positif pendant ce quinquennat. Voilà, donc il faut rassembler la famille du Bernard Cazeneuve. C'est bizarre, hein? Ils sont impressionnants, ces gens-là. En fait, je veux dire, on a l'impression là que le Premier ministre vient au service du candidat socialiste pour colmater des brèches. Qui était frondeur, Benoît Hamon, qui reprochait. Oui, qui était frondeur, et je vous rappelle quand même la première rencontre qu'il y avait eu, qui était quand même assez fraîche, froide, pour pas dire, donc, dans les rapports, où Benoît Hamon était sorti en disant je suis toujours pas convaincu par la loi El Khomri et compagnie. Et là, effectivement, on voit un Premier ministre qui vient à la rescousse du candidat socialiste en grande difficulté, parce que finalement il était parti après la primaire avec 18-19 dans les sondages, même si on ne doit pas tout accorder comme crédit aux sondages, et aujourd'hui il est à 13, donc presque au coude à coude avec Mélenchon, donc finalement il n'a rien siphonné du tout, il n'a pas de dynamique, et il y a une tribune, il y a une tribune de députés socialistes plutôt proche du président de la République qui s'apprête à soutenir Macron, donc il y a une hémorragie. Mais tu crois que Cazeneuve c'est un bon soutien pour Benoît Hamon? J'ai l'impression qu'ils étaient tous les deux à l'enterrement, et je suis pas sûr que Benoît Hamon derrière était très ravi. C'est ce que je voulais dire. Rien qu'avoir la tête d'Hamon, ce qu'ils ont dû se dire dans le bureau bien fermé, ça devait pas être la joie et la bonne humeur, parce qu'on peut pas dire qu'Hamon avait le sourire super à côté du Premier ministre qui disait il faut se rassembler. Il y croyait pas lui-même, hein. C'est compliqué pour le Parti Socialiste. Moi, ce qui m'embête, c'est l'argumentation contre le FN, quoi. C'est-à-dire qu'il faut voter Macron au premier tour parce que c'est ça qu'on va avoir contre le FN. Il faut voter il faut rassembler parce que c'est contre le FN. À un moment, on peut pas se demander aux gens de toujours se situer contre et de faire le choix du moins pire. Enfin voilà, je trouve que l'argumentation me convient pas. La ficelle est un peu trop facile aussi. Et depuis que Hamon a été élu, je vous rappelle qu'il passe son temps. Il a passé son temps entre Jadot pour essayer de rallier les écolos et le gouvernement pour essayer qu'il n'y ait pas trop d'hémorragie. Je veux dire, à quel moment il revient en force pour parler de son projet, Benoît Hamon?
Pas de contenu, effectivement, peu de stratégie. Enfin, il n'y a pas de pilote automatique. On ne voit pas très bien où va Benoît Hamon. Et je pense que si ça continue comme ça, Jean-Luc Mélenchon lui passera devant. C'est dommage parce qu'il avait fait une primaire, qu'on puisse en penser sur le programme, qui était plutôt intéressante. Et là, je trouve que le soufflet est retombé. Je ne crois pas que les primaires, c'est finalement un terrible poison. Si on fait un examen de conscience sérieux, je suis d'accord. Voilà, en fait, pour convaincre une partie de la gauche qui était très en colère contre le gouvernement, Benoît Hamon a fait des propositions qu'il est incapable de tenir. Il revient d'ailleurs aujourd'hui sur le revue universel au sens du mot universel. François Fillon a mené une campagne libérale et plutôt très à droite pour séduire le disque dur, enfin le cœur de son électorat. Et finalement, ces gens-là, retrouvés dans une confrontation naturelle qui est celle de l'élection, sont aujourd'hui face à leurs contradictions. Est-ce que la démocratie a gagné quelque chose? Si tu veux mon avis, zéro. Voilà. Il y aurait peut-être eu des candidats encore supplémentaires à gauche. Et alors? Ça aurait été. Ça élimine quand même certains, au moins 3 ou 4, qui ne vont pas se présenter. Merci François Ruffin. Avec ce César, vous allez faire une tournée européenne. Il y a des choses qui sont prévues. À Hollywood. Je vais vous dire, j'aurais voulu faire la tournée mondiale sans vouloir me la raconter, mais aller à Vancouver, aller en Amérique du Sud, aller aux États-Unis, faire la tournée des festivals à Barcelone et à Madrid. Je pouvais la faire. J'ai fait un choix qui est autre. J'ai considéré qu'une projection à Poulainville ou à Flic Secours était plus importante parce que c'est auprès des gens de chez moi que j'ai quelque chose à réveiller et un combat pour reconquérir les cœurs. Allez projeter ça à Bruxelles devant les parlementaires aussi, ça peut être utile. Et la Commission européenne. Ça m'est jamais arrivé de croiser Macron dans Amiens, mais je crois qu'il est quand même assez peu. Donc, voilà. Merci François Ruffin, merci de passer par le grand oral des GG. Merci patron, donc César du meilleur documentaire. C'est pour ça que vous êtes revenu nous voir aujourd'hui. Dans un instant, le GG et vous. RMC, les grandes gueules. Les GG et vous. Allez, GG et vous, avec Jean-Pierre qui veut rediscuter avec Claire Aupetit. Jean-Pierre est comptable du côté de Rennes et il veut reparler avec il va reparler avec toi du FN. C'est parti. Pas demander à la presse People de ne pas faire ce pourquoi elle existe. Je veux dire que ça veut dire couvrir l'activité des People et elle le fait souvent de manière un peu nauséabonde parce qu'elle rentre dans des moments intimes où on aimerait effectivement que les gens soient laissés tranquilles, mais ça fait partie du jeu. Alors, pardon, ça c'est Karim Zeribi sur Johnny Hallyday, sur la transparence. C'est avec Bruno, on sera avec Jean-Pierre dans un instant. On n'a pas encore fait d'opération avec Claire. Allez-y, Bruno, pardon. Vous voulez reparler avec Karim de Ducat Johnny. Faites. Oui, bonjour. Bonjour à tous les GG. Moi, je voulais interpeller effectivement Monsieur Zeribi parce que vous aviez dit que c'était pas indécent ou immoral. Pour en ce qui concerne Johnny Hallyday, moi je vais vous prendre, on va dire mon cas personnel. Dans ma famille, j'ai mon frère qui est décédé d'un cancer il y a 30 ans et ma sœur il y a 2 ans. Et généralement, ces gens-là ont de la pudeur. Donc généralement, ils le disent, mais vraiment, quand on arrive à un stade avancé, donc on arrive effectivement, pas devant le fait accompli, mais on va dire pour nous préserver. Donc je trouve effectivement que le fait que ça soit étalé dans les journaux, je trouve pas ça indécent, mais je veux dire voilà, ça regarde uniquement sa famille et bon malheureusement les fans voilà, ils le seront si effectivement il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Enfin moi c'est ce que je pense personnellement. Maintenant effectivement peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir, qui veulent peut-être par voyeurisme, peut-être parce qu'effectivement ils sont attachés à cette personne. Mais c'est la difficulté quand on parle d'un personnage public comme Johnny Hallyday qui ne s'appartient plus, des limites qu'on doit poser pour pas aller au-delà d'une intimité qui effectivement qui serait pas acceptable. Indiquer qu'il a un cancer me paraît pas, je dirais, outrancier à ce stade. Surtout qu'on nous indique par ailleurs qu'il compte remonter sur scène avec Eddie Mitchell au mois de juin. Donc, mais derrière, je disais tout à l'heure qu'il fallait pas que ça feuilletonne. Il faut qu'on s'arrête là. Il faut pas qu'on rentre dans l'intimité plus qu'on ne le fait aujourd'hui en disant la semaine prochaine, mais Johnny a un point de faiblesse, il va mal. Johnny va à une visite chez le médecin qui dit que éventuellement la maladie évolue de telle ou telle manière. Là, je pense effectivement que ce serait très malsain, pour pas dire inacceptable. À ce stade, dire qu'il a un cancer, c'est quelqu'un qui ne s'appartient plus depuis qu'il a 17 ans. Souvenez-vous
Rappelez-vous, Johnny, l'idole des jeunes, qui a fait état dans toutes les étapes de sa vie de ce qu'il vivait, de bien ou de moins bien. Là, il a un coup dur. Voilà, ceux qui l'aiment le savent. Maintenant, il faut le laisser tranquille pour qu'il se soigne et qu'il reste le Johnny qu'on aime et qu'on apprécie. Généralement, ce genre de presse vont toujours fouiller plus ou moins pour aller chercher, le moindre détail. Mais je vais vous reprendre l'exemple malheureusement de ma sœur qui nous a averti, enfin moi personnellement qui m'a averti 6 mois après que ça a été découvert et malheureusement c'était un stade où c'était déjà trop tard. Mais on a été rassurés, vous inquiétez pas, ça va bien, voilà, tout va bien. Donc voilà, mais moi ce que je reproche à ce genre de journaux, c'est que généralement ils n'ont pas d'éthique. C'est vrai, là vous avez raison, il ne faut pas encore une fois que ça feuilletonne et que ça rentre trop dans l'intimité au-delà. En revanche, vous savez aussi que dans ce genre de maladie, vous avez parlé de votre sœur, on a tous malheureusement des amis, des proches, de la famille touchés par cette maladie. La question du moral joue beaucoup. Le fait que là, Johnny se soit rendu public, il va certainement recevoir une tonne de lettres de soutien, d'amour, d'affection. Ça peut aussi jouer en sa faveur moralement. C'est un guerrier, c'est un battant. On sait que une partie de la guérison face à cette maladie, c'est aussi ce qui se passe dans la tête, c'est aussi le moral, l'état d'esprit positif. Espérons que ça joue positivement pour lui, mais vous avez raison, il ne faut pas que la presse people aille plus loin. Merci Bruno. Merci Jean-Pierre, donc avec Claire pour le FN. Je pense que les affaires quand même de Marine Le Pen commencent à peser. Et que les personnes qui voulaient voter pour elle et qui n'étaient plus par mécontentement et par colère, commencent enfin à comprendre que, attention, c'est pas net non plus de l'autre côté. Ouais. Et voilà. Jean-Pierre, donc avec Claire, et le raisonnement de Claire partait des sondages et du fait que pour la première fois, Emmanuel Macron passe devant Marine Le Pen. Allez-y Jean-Pierre. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, bien sûr. Oui, bonjour à tout le plateau. Et puis je voulais dire à Karim Rizzotti que je trouve un homme plein de bon sens, vraiment plein de bon sens. Merci. Comparément à Claire Petit, qui est vraiment à côté de la plaque, si je peux me permettre. Elle a déclaré il y a ce matin à l'émission que le Front National était rattrapé par les affaires, donc on allait commencer à le voir baisser. Mais c'est n'importe quoi de déclarer ce genre de choses. Claire Petit, elle est déconnectée de l'opinion publique. Les sondages ne reflètent pas du tout l'opinion actuelle, je vous assure. Vous n'avez qu'à discuter avec les gens, mais ce n'est pas du tout ça. D'ailleurs, il y a eu le Brexit, il y a eu Trump. Enfin, méfiez-vous. Hein. Moi, je ne sais pas, mais les petits villages là, de France, ils ne sont pas sondés. Vous savez, ces villages à qui on a imposé des migrants. Mais c'est vraiment n'importe quoi, Claire Petit. Vous n'êtes pas en connexion avec la réalité de l'opinion publique. Hein. Moi, je vais vous dire franchement, si vous que vous ayez, vous voyez, moi, ce que... Moi, si je peux terminer, madame. Allez-y, oui, je vous laisse, c'est pour répéter moi, 3 fois que je suis à côté de la plaque, allez-y. C'est très intéressant, c'est très intellectuel. Allez-y. Vous êtes vraiment intolérante, laissez-moi finir, puisque vous avez l'antenne toute l'année. Moi, j'ai une fois, de temps en temps, RMC. Pour moi, l'Europe, en sortir, c'est s'en sortir. Et d'ailleurs, Karim Rizzotti, il va me confirmer une chose. Il a à peu près mon âge. On a commencé à travailler dans les années 80. Dans les années 80, on n'avait pas l'Europe, on avait le franc. On était heureux dans les années 80. Oui. Aujourd'hui, l'Europe, c'est quoi ? L'Europe, c'est Whirlpool qui part en Pologne. Pologne à qui on donne de l'argent. Et Jean-Pierre, c'est ce qu'on a évoqué d'ailleurs avec François. Claire, réponse. Réponse. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça ? Bon, vous avez, on n'a pas du tout la même opinion et j'en suis fière. Alors vraiment, quand je vous écoute, je suis très bien. De dire que je ne suis pas que je suis pas connectée et que je ne connais pas les petits villages. Là, vraiment, vous vous trompez de personne. Hein. Figurez-vous, je ne vais pas pour dire pour qui et pourquoi, mais je suis en campagne. Donc les villages, j'y suis. J'étais même hier sur un petit marché. À la campagne. Voilà, je suis à la campagne. Ça prête à confusion. Tu vis dans un petit village ? Je vis dans un petit village, 122 électeurs, donc vous voyez, vraiment tout petit, c'est un lieu-dit même, et j'ai une petite ville à côt. Donc tu connais la campagne. Hier matin, j'étais sur le marché d'une petite ville, et j'ai parlé avec les gens, j'ai écouté avec ces personnes de la ruralité. Eh bien, je suis désolée de vous décevoir, mais pas un seul, mais je vous assure, pas un ne m'a parlé du Front National. Pas un seul. Donc je ne sais pas qui est déconnecté, mais la population, je la vois et je parle. Vous avez chacun votre ressenti de toutes les manières. On se retrouve demain avec Charles Consigny, Elina Dumont, Françoise Degois. Merci Jean-Pierre, je vous envoie un t-shirt DGG. Et puis nous serons avec Grand Corps Malade, Fabien Marceau, Grand Corps Malade, pour son film. Qui marche bien, effectivement. Patient, qui ne tombe pas du tout dans le pathos, et ce sera intéressant de l'écouter, l'ami Fabien. À demain 10h sur RMC numéro 23.